Donc je vais vous présenter le concept de la psychiatrie cyborgétique en lien avec le concept de EG biofeedback RTMS, qui est un concept moins attirant, mais en se demandant s'il pourrait exister une nouvelle relation thérapeutique impliquant les machines. Tout notre centre de cet exposé va être autour de est-ce qu'on peut rentrer en relation avec la machine d'une façon particulière, est-ce que ça peut avoir un intérêt en psychiatrie. Dans les conflits d'intérêt, aucun. Donc je remercie Aude vraiment pour cette invitation, parce que la psychiatrie demain, c'est aussi la question de la prospective en psychiatrie, c'est quelque chose qui m'intéresse, en partant de la posture de Norbert Wiener. Wiener, c'est le créateur de la cybernétique dans l'après-guerre, et il disait dans God and Golem, qui est un petit livre très intéressant, il incombe aux scientifiques de soutenir de manière expérimentale des opinions hérétiques et interdites, quitte à finalement les rejeter. En fait, c'est cette posture que je vais prendre pour cet exposé, ni en ne voyant pas l'avenir bien ou mal, mais en le voyant à partir de cette posture. Il n'empêche que ça n'empêche pas une posture critique, puisque dans le livre de God and Golem, Norbert Wiener prend le mythe du golem dans la mythologie juive, qui est cet individu, cet être en tout cas créé à partir de la boue par le rabbin Elob, en lui inscrivant le mot émet en bas, qui est le mot vérité. Et pour mettre fin à l'existence de cet être, il faut retirer la première lettre, et ça fait le mot mort. C'est cet être machinique, en tout cas, permettait de protéger Prague, mais aussi pouvait se retourner contre les Pragois. En tout cas, ce mythe du golem permet à Norbert Wiener de penser la machine, la science et l'imagination comme un trépied lié par cette figure mythique du golem, et d'avoir cette posture critique par rapport à la machine. On verra que le cyborg, peut-être, est une prolongation du golem. En tout cas, le but de la psychiatrie de demain, c'était de faire une digression, donc de faire une imagination. Et mon point de départ est la technique, pensant que la technique est source d'imagination. Et dans les années 20-30, avec l'ère industrielle, tout ça, la technique a inspiré de nombreuses œuvres, que ce soit au théâtre, avec l'œuvre de Capek, que ce soit dans les films avec Metropolis, Fritz Lang, et dans les romans avec Robots, la trilogie d'Asimov. Mais dans tous ces cas, c'était l'opposition entre robots et humains, c'est-à-dire que c'était l'ère des robots qui prenait la place de l'ère des humains. Mais dans les années 40, 50, est apparu, enfin il y a eu vraiment dans l'après-guerre des renouveaux de la pensée, avec la naissance de la cybernétique, dans les années 46-48, les conférences massives qui sont la naissance de la cybernétique, qui a créé la notion d'information, traitement de l'information, et la notion de feedback. Deux concepts très importants qui ont conduit à la naissance de l'intelligence artificielle, qui après s'est orientée vers la cognition, tout ça, et la notion de représentation. Mais au départ, ce qui est important, on verra ça plus tard, c'est que la cybernétique ne se fondait pas sur le traitement de l'information symbolique. L'information n'avait aucun sens au départ, le traitement de l'information. En tout cas, ça a conduit à la possibilité d'une intelligence artificielle. Et ce qu'on voit, c'est qu'après les années 40-50, c'est plus autour de la confrontation robot-homme que se jouent les enjeux, c'est plutôt dans la confusion qu'il y aurait entre l'homme et la machine. On verra le concept de cyborg tout à l'heure, le concept du golem qu'on a vu, et on va prendre l'œuvre de Blade Runner, où cette limite entre homme et humanoïde se pose. Et donc mon questionnement de départ sera de se demander si cet imaginaire, qui pour moi naît après la naissance de la cybernétique, tout ça, de la confusion de la frontière homme-machine, pourrait être la base de notre vision prospectiviste de la psychiatrie. En notant que les psychiatres sont jamais très loin dans cette histoire. La cybernétique, Maculov était un neuropsychiatre, Klein, qui a inventé le cyborg, est un psychiatre, et dans Blade Runner, les schizophrènes partagent d'étranges points communs avec les humanoïdes robots, puisqu'ils ne peuvent pas répondre aux tests d'empathie, et donc sont détectés comme des robots. Donc la psychiatrie n'est jamais très loin de cette pensée de la machine. Bon, avec cette phrase dans The Zégoterie, il n'y a d'imagination que dans la technique. Et pour penser la technique, il faut déjà voir que la technique, il ne faut pas l'envisager ni comme une utilisation par l'homme
à des fins de maîtrise de l'homme, ça c'est une des images du film de Ménal, l'Odyssée de l'espace, ni comme quelque chose qui nous dénaturerait de notre nature humaine, je sais pas, préexistence par rapport à quoi, je sais pas. Ça c'est l'image, ça fait penser à Matrix, en fait c'est l'image de Giger, celui-là qui a fait Alien, et qui a fait pas mal d'œuvres de symbiose en machine. En tout cas, là, on a l'impression que le corps est englobé par la technique. La posture de la technique qui permet d'être en lien avec cette confusion en machine, c'est celle de couvre en fait un peu la phénoménologie, notamment les œuvres de Canguilhem et de Simondon, qui s'est beaucoup inspiré de Canguilhem, qui part du principe qu'au lieu de dire qu'on essaye de voir l'organisme comme une machine, on essaiera de voir la machine comme un organisme. Il y a une espèce d'inversion des rapports, comme si la machine était la prolongation de l'organisme. Donc voilà, toute cette école, Canguilhem, Simondon, ça a été repris, la revue récente, elle vient de sortir, Intellectica, elle vient de sortir une revue sur philosophie, technologie et cognition, ça a fait la synthèse de toute la pensée sur la technologie de l'école de Compiègne, qui est l'école de l'université de technologie de Compiègne, où il y a Bernsteiner et Stewart, qui ont fait pas mal de choses. Leur exemple, dans un cours de Stewart, qui prend pour comprendre ce que serait la technique et son interface à vos machines, ça serait quand tu fais du ski. Quand tu fais du ski, tu n'utilises pas simplement tes skis, et les skis ne te modifient pas simplement dans ton essence. Quand tu fais du ski, tu rentres en relation dans des boucles assez compliquées qui t'ouvrent à un monde nouveau. C'est le monde de la sensation de descente du ski. C'est ces boucles de récursivité qui créent la possibilité de manipuler des objets techniques et qui nous ouvrent à d'autres objets techniques. Ça, c'est au niveau du moteur. Au niveau de la cognition, ils prennent souvent l'exemple du post-it. J'ai un post-it là, ça sera ce que je vais vous dire tout à l'heure. Et il dit, en fait, par rapport au site, où c'est la mémoire du post-it? C'est là-dessus. Mais là, si vous me lisez, vous ne saurez pas ce que je vous dis. C'est dans ma tête. Mais là, si je n'ai pas le post-it, je ne saurais pas ce que je vous dirai. C'est en fait dans l'interaction avec ce post-it que se crée la cognition. En fait. Et donc, à partir de ça, mon idée, c'est de savoir si ces cercles d'interrelation avec la machine pourraient nous ouvrir à un autre monde, mais pourquoi pas le monde cérébral. C'est-à-dire que le sujet pourrait avoir accès par la machine à son monde cérébral lui-même. En tout cas, c'est le point de prospective que je vous propose. Donc, cette vision de la machine par rapport au cerveau, ça fait souvent peur. Dans l'œuvre de Blade Runner, puisque c'était un peu l'idée de ces conférences de partir d'un film, en fait, moi je vais partir du livre de Philippe K. Dick. Il y a quelque chose qui n'existe pas dans le film, c'est que Blade Runner Descartes, il s'appelle, est marié en fait. Et tout l'enjeu du film et du livre, c'est de se demander si finalement un Blade Runner, c'est-à-dire celui qui recherche les robots, ne partagerait pas des points communs avec ces humanoïdes. En tout cas, est-ce qu'eux-mêmes ne seraient pas des robots? Il y a dans le film la scène finale avec la petite licorne, pour ceux qui connaissent le film. En fait, Philippe K. Dick nous donne un indice dès le début du roman, puisqu'il y a une engueulade en fait, entre entre Eckhart et sa femme Irène. Et Eckhart lui propose de modifier son état cérébral avec la machine Penfield. La machine Penfield, ou l'orgue du meurtre, ce serait cette machine qui permettrait de modifier ses états cérébraux. Et sa femme, initialement, se révolte extrêmement par rapport à cette incompréhension, par rapport à sa demande de son mari qui ne comprend pas en fait cette engueulade et qui ne cherche pas à rentrer en relation avec elle. Elle lui dit, si tu te programmes une saloperie, je te préviens que j'en ferai autant. Je vais me bloquer sur l'intensité maximale et te servir une engueulade dont tu te souviendras. Vas-y, essaye. Elle bondit hors de son lit pour gagner le clavier de son orgue personnel et resta plantée là, dans une attitude féroce. Il poussa un soupir, elle avait gagné. Le style est très agréable. Mais quand elle est laissée seule, quelques pages plus loin dans le roman, ce qui est super intéressant, c'est que, et c'est par rapport à cette ouverture à des mondes possibles, c'est qu'en fait, Ivan se place devant cette machine, a dit « Alors j'ai laissé la télé sans son, je me suis assise devant mon orgue et j'ai commencé à faire des expériences. J'ai fini par trouver une position, une combinaison qui te donne le désespoir.